بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. أولا أود أن أشكر الحاضرين معنا في هذا الفيديو كونفيرنس جيسبر غادي تفيدكم. غادي نتكلم على لاشمانيوز كوتاني زونوتيك، خصصنا فقط لاشمانيوز كوتاني زونوتيك du moment qu'il n'y a pas une leishmaniose, mais il y a des leishmanioses dont on va parler actuellement. Et ce qui m'a poussé donc à réaliser donc cette vidéoconférence هو أنني تلقيت عدة طلبات من الإخوة الناشطين في الميدان في محاربة هذا الداء، وشفت كذلك في بعض الاستفسارات اللي كانوا قاموا بها الإخوة في الميدان أن هناك عدة مشاكل تلقوها في الميدان فيما يخص محاربة هذه الحشرة. نبدأ على بركة الله. إذن les leishmanioses en général, parce qu'on dit les leishmanioses, on ne dit pas leishmanioses, c'est les leishmanioses. Donc nous avons plusieurs leishmanioses. Alors celle qui nous concerne actuellement, c'est-à-dire dans cette vidéoconférence, c'est leishmaniose cutanée zoonotique. Qu'est-ce qu'elle fait intervenir la leishmaniose dans le cycle de transmission? Donc vous avez un rongeur sauvage, vous avez un mammifère donc en général, vous avez le phlébotome, donc l'insecte, et bien sûr l'homme qui est atteint donc dans sa partie superficielle, c'est-à-dire sur la peau cutanée. Vous avez aussi la leishmaniose cutanée anthroponotique, c'est-à-dire c'est toujours une leishmaniose qui fait intervenir le phlébotome uniquement et l'homme lui-même. C'est toujours des atteintes cutanées, c'est-à-dire au niveau de la peau. Et vous avez la leishmaniose viscérale qui, elle, fait intervenir donc un canidé et un chien, le phlébotome, donc l'insecte, et bien sûr l'homme. L'atteinte ici, elle n'est pas cutanée, mais elle est viscérale, c'est-à-dire à l'intérieur des corps. Alors, je reviens sur le phlébotome, donc sur le vecteur. Chaque leishmaniose, vous avez par exemple, on connaît jusqu'à maintenant en Algérie, 4 entités donc noso-épidémiologiques, qui, dans le vecteur, l'atteinte diffère, le vecteur diffère, et le réservoir, si on a un réservoir qui diffère. Alors, je commence par la leishmaniose viscérale, qui atteint donc les viscères de l'être humain. Et cette leishmaniose, elle est due à leishmania infantum. Le réservoir, c'est le chien. Et le phlébotome, c'est Phlébotomus perniciosus. Donc vous allez remarquer que c'est le phlébotome qui transmet cette parasitose, qui est leishmania infantum, qui est une atteinte viscérale, diffère des autres phlébotomes. Alors c'est une remarque que je tiens à que vous teniez, parce que tout simplement on va en parler tout à l'heure. Alors le deuxième maladie, si vous voulez dire, la leishmaniose cutanée du nord, à leishmania infantum, c'est-à-dire le parasite leishmania infantum. Le chien, il admet le chien comme réservoir, c'est toujours dans leur pays, hein, comme le viscéral, comme la viscérale. Donc c'est Phlébotomus perfidievi. Nous allons aussi donc la troisième parasitose, qui est la leishmaniose cutanée zoonotique, celle qui nous concerne donc dans cette séance, cette vidéoconférence. Pourquoi celle-là exactement? Parce que c'est elle qui prédomine donc au niveau national sur les leishmanioses enregistrées ou déclarées en Algérie. Alors, le vecteur, c'est les Phlébotomus papatasi.
c'est une leishmaniose cutanée zoonotique à Leishmania major, donc le parasite est Leishmania major. Et le réservoir, deux réservoirs sont connus, c'est le Psammomus obesus et le Merionès shawi. Alors généralement, elle se trouve au niveau des hauts plateaux, des régions steppiques, mais a tendance donc à pénétrer au niveau du tel, donc à aller vers les côtes. Alors le quatrième, c'est la Leishmaniose cutanée anthropoonotique, la Leishmania tropica, qui est découverte récemment donc dans le centre-nord et nord-est du pays. Et le vecteur, c'est Phlébotomus sergentis. Alors là, on ne connaît pas de réservoir, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une leishmaniose cutanée anthropoonotique. Cinquièmement, alors vous avez la leishmaniose cutanée zoonotique à Leishmania kiliki. Elle a été découverte récemment, donc en 2000, fin 2010, je crois 2010-2011, et qui a admis donc le Phlébotomus sergentis comme vecteur et le Ctenodactylus guendi comme réservoir. Le Ctenodactylus guendi est marraf donc au niveau du sud, le guendi. Donc c'est un mammifère, c'est un petit mammifère, et elle n'était découverte que dans la région de Ravder. Donc on remarque que vous avez plusieurs phlébotomes qui interviennent donc au niveau donc des transmissions des leishmanioses et plusieurs parasites. Donc c'est pour ça qu'on parle de leishmaniose. Alors on revient donc à notre leishmaniose cutanée zoonotique. Donc la tête est cutanée. Donc le parasite, c'est un protozoaire flagellé sans mycone et tissulaire du genre Leishmania. Donc la tête est cutanée. Alors le réservoir, je vous ai dit, donc vous avez le Merion shawi et vous avez le Psammomus obesus. Et vous avez donc le phlébotome, le vecteur phlébotome, qui est Phlébotomus papatasi. Alors, le biotope de transmission de cette parasitose, comme vous voyez sur l'image, et d'ailleurs ceux qui sont sur le terrain, ils ont toujours cette vision d'avoir une vue dégagée, c'est-à-dire vous avez une steppe, vous avez des terres qui ne sont pas donc érables, vous avez des rongeurs, comme vous voyez, qui sont, donc je répète, le Psammomus obesus et le Merionès shawi. Vous avez le vecteur qui est le Phlébotomus papatasi, et bien sûr vous avez les habitations et l'homme qui sera donc atteint par cette leishmaniose. Alors, je reviens donc le vecteur qui nous concerne pour la lutte antivectorielle. Donc le vecteur, je reviens, donc c'est le Phlébotomus papatasi. Donc le cycle est comme suit. Après donc accouplement donc mâle-femelle, il y a une pente des œufs, puis on passe à 4 stades larvaires, puis nymphe, puis on passe donc à l'adulte. Alors, j'ai une remarque très très importante qu'il faut retenir. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'erreurs qui se font sur terrain quand on leur donne donc la possibilité de lutter contre le vecteur de leishmaniose cutanée. Les gens pensent que le phlébotome ou les larves de phlébotome se développent dans l'eau. Alors c'est tout à fait faux. Les larves sont terricoles, c'est-à-dire ils se développent sur la terre, sur les matières organiques. Il se nourrit donc des matières organiques, il se nourrit donc des plantes en décomposition. Généralement, les larves se développent généralement donc dans des terriers, dans des crevasses, dans des trous d'arbres, dans la maçonnerie. Généralement, vous avez aussi donc la construction qui se fait surtout donc dans les zones à forte transmission. Vous avez les murs qui sont construits donc en terre, en pierre et terre seulement. Donc vous avez beaucoup de crevasses. C'est là donc où elle pond donc la femelle. Je répète, c'est la femelle qui pond les œufs du moment que c'est elle la seule qui donc pique, qui prend son repas sanguin.
Alors, la durée de développement, donc le cycle, est à peu près de 7 à 8 semaines. Il s'accélère en période donc, de chaleur, à partir du mois de mars-avril, et parfois même avant, donc dans les zones plus au sud, donc, qui sont chaudes. Les températures sont de 20 à 25 degrés Celsius à peu près, et l'humidité à 95%. Alors, ici, comme je vous ai dit à peu près les nombreux gîtes où le phlébotome pond ses œufs, sont inaccessibles. Donc on peut pas identifier dans une zone tous les gîtes à potentiel donc à phlébotome. De ce fait, la lutte anti-larvaire est extrêmement difficile. Et je pourrais même dire qu'elle est irréalisable. Donc, dans ce vecteur, dans cet insecte qui est le phlébotome, on ne parle plus de lutte anti-larvaire. Il ne faut pas confondre avec le moustique, parce que le moustique, il pond dans l'eau, et le phlébotome pond donc, dans les différents gîtes que je viens de citer. Donc, c'est au niveau des trous, au niveau des terriers, au niveau des crevasses, et la maçonnerie, et ainsi de suite. Donc, il est exclu de faire de la lutte anti-larvaire contre le phlébotome. Généralement, c'est ça le biotope où il y a transmission de la leishmaniose en général, mais aussi de la leishmaniose cutanée zoonotique en particulier. Donc vous avez du fumier, hein, vous avez du bétail, vous avez donc, je viens de parler donc des constructions donc en toube et donc il n'y a pas donc de ciment sur le mur, donc autrement dit il y a beaucoup de crevasses. Les gens qui vivent à l'extérieur, par exemple l'été, généralement ils se réunissent le soir, donc dans ce qu'on appelle nous les cours, le houch et ainsi de suite. Et vous avez bien sûr la présence du rongeur qui est à proximité. Et des détritus, c'est-à-dire tout ce qui est les déchets domestiques, si vous voulez, donc à côté ou à proximité donc des habitations. Alors ces déchets, ils ramènent donc les rats, ce que vous voulez, enfin les rongeurs, à proximité des habitations, et on sait que les rongeurs sont réservoirs. Donc vous avez les phlébotomes qui se développent donc dans les matières organiques et ainsi de suite. Et là vous avez le cycle qui se complète. Vous avez donc l'homme, le rongeur et le phlébotome. Alors le rongeur, vous voyez ici par exemple, c'est des terriers que vous voyez par exemple où il y a le développement des rongeurs, et ça c'est à l'intérieur où généralement le phlébotome, l'insecte, pond ses œufs, la femelle pond ses œufs, et en même temps elle prend son repas sanguin sur ces rongeurs réservoirs, c'est-à-dire pour qu'ils puisent donc en même temps le repas sanguin du sang, et puisent aussi les parasites qui peuvent donc se développer au niveau de l'insecte du phlébotome, et ainsi transmettre donc la leishmaniose ou leishmaniose. Donc au genre Phlebotomus et l'espèce Phlebotomus papatasi. Donc la différence par rapport par exemple au moustique, donc connu une comparaison donc qui nous permet ainsi d'identifier le phlébotome. Vous avez les ailes qui sont donc à disposition verticale par rapport au corps. Chez les autres diptères, généralement, donc vous avez les ailes qui sont parallèles au corps. Ici, c'est très significatif. Vous avez les ailes qui sont donc verticaux par rapport au corps. Et il est très petit. Hein. Vous voyez par exemple ici la barre de 2 mm. L'antenne fait à peu près 2 mm de long. Et généralement, donc, il est plus petit que le moustique. Alors, je vous donne un exemple. La taille de la pointe d'un stylo à billes, si vous avez un stylo à billes, donc la pointe d'un stylo à billes, correspond à peu près à la taille du phlébotome. Alors, en Algérie, nous avons à peu près 23 espèces connues de phlébotome, donc d'espèces de phlébotome. 13 appartiennent donc au genre Phlebotomus et 10 au genre
Sergentomia. Parmi eux, vous avez juste 4 ou 5 espèces qui transmettent les leishmanioses. Les autres ne le transmettent pas. Alors, la biologie des phlebotomes, qui est très importante, surtout donc, pour la lutte antivectorielle, donc on doit connaître généralement donc, la bioécologie, le comportement donc, des phlebotomes dans une région de transmission. Par exemple, il active durant la nuit, hein, et généralement, parfois dans la forêt, si vous avez une forêt à côté, durant la journée. Donc le repas, pour le mâle, hein, ou même pour la femelle au début, donc il est constitué donc, de sucre de plante ou de rosée. Alors la femelle, elle prend son repas sanguin sur des mammifères généralement, ou sur des reptiles, donc l'essentiel, ce qui est présence de sang. Alors, tout simplement pour, elle a besoin de protéines, donc des sangs de protéines, pour pouvoir donc développer ses œufs. La distance de vol, elle est limitée, elle peut pas aller, par exemple, à partir d'un gîte, 1 à 2 km, mais généralement c'est moins de 150 mètres. 1 à 2 km, c'est le vent qui porte donc, cet insecte vers cette distance. Alors, le lieu de développement, donc on en a parlé, donc c'est au niveau des terriers, au niveau des crevasses. Donc généralement, c'est des gîtes qui sont noirs, qui sont sombres, qui sont humides et qui contiennent des débris organiques. Donc c'est difficile à localiser et généralement c'est inaccessible. Donc c'est pour cela qu'on ne parle plus de lutte antivectorielle donc pour les phlebotomes. Alors, là, je vous demande de bien suivre parce que tout simplement, c'est de cela où découle notre attitude de lutte contre le phlebotom, c'est-à-dire comment et pourquoi. Alors, quand on en a les larves, le développement des larves, puis une nymphe, puis vous avez donc l'émergence des adultes ou la transformation des adultes mâles et femelles. Alors, il y a un cycle de développement qui se fait donc pour qu'il y ait un retour, donc pour que la femelle adulte puisse donc prendre son repas sanguin, faire sa pente et aller donc se reposer quelque part pour reprendre donc pour faire la pente et reprendre donc son cycle de développement. Alors la femelle, quand elle aura piqué son hôte ou son rongeur par exemple dans notre cas, donc elle va rechercher l'hôte. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rechercher l'hôte, ce qu'on appelle le cycle gonotrophique, c'est-à-dire le cycle où elle va prendre son repas sanguin et elle va fabriquer ses œufs. Donc elle va rechercher le mammifère, si vous voulez, le rongeur. Elle va prendre donc la piqûre, elle va piquer donc son rongeur pour prendre son repas sanguin, puis elle va se reposer quelque part. Après donc la maturation des œufs, elle va rechercher un lieu de ponte, c'est-à-dire là où elle va pondre ses œufs. Elle va pondre ses œufs, donc puis les œufs peuvent se développer pour donner des larves, des nymphes et ainsi de suite. Donc c'est ça le cycle de développement donc du phlebotom. Alors dans cette période, le phlebotom se comporte, il a un comportement à peu près spécial. C'est ce comportement qu'on doit connaître pour pouvoir mener notre lutte et pouvoir choisir aussi la méthode de lutte. Alors, quand il va chercher son hôte, c'est-à-dire soit il va aller à l'intérieur de la maison, si l'hôte par exemple, on reste donc dans la leishmaniose cutanée zoonotique, ça, donc le phlebotom papatasi va aller chercher donc l'homme pour le piquer. Donc soit il va le piquer à l'intérieur de la maison, et dans ce cas-là, on appelle ça endophagie, soit il va piquer à l'extérieur de la maison, et ça, on appelle ça exophagie, c'est-à-dire il va prendre son repas de sang à l'extérieur de la maison. Alors, il pique soit l'homme, dans notre cas c'est l'homme,
soit un animal. Donc quand s'il pique un homme, donc on dit qu'il est anthropophile. S'il pique un animal, on dit qu'il est zoophile. Alors, après, il va se reposer. Quand tu auras pris son repas sanguin, il va se reposer. Soit il se repose à l'intérieur des maisons, ce qu'on appelle un endophile, soit il se repose à l'extérieur des maisons, c'est-à-dire il va piquer, il va ressortir, il va se reposer à l'extérieur, ce qu'on appelle l'exophilie, c'est-à-dire à l'extérieur des maisons. Très bien. Donc, selon le comportement donc, de ce moustique et de ce phlébotome, on va donc va découler donc la méthode de lutte. S'il est endophage, donc s'il est endophage, c'est-à-dire il reste à l'intérieur de maison, ou s'il est endophile, donc nous avons deux actions, donc amélioration de l'habitant donc à l'intérieur de maison, et la pulvérisation intradomiciliaire. Alors pourquoi on dit pulvérisation intradomiciliaire quand vous recevez des notes ou des instructions ou la méthode de lutte antivectorielle contre ce phlébotome? On vous recommande généralement donc la pulvérisation intradomiciliaire parce que tout simplement le phlébotome papathasi et donc il est connu généralement donc endophage et endophile, c'est-à-dire il reste à l'intérieur de maison. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la pulvérisation d'insecticides à l'intérieur des maisons, dans les murs, pour que quand le phlébotome soit, il vient directement sur le mur avant de piquer, ou bien il pique, il vient après sur le mur, il sera donc éliminé. S'il est exophile, qui est très peu pour le cas de Phlébotomus papathasi, alors là, on peut, par exemple, dans une nuisance très importante, par exemple, du phlébotome, on peut utiliser, par exemple, la pulvérisation spatiale, la thermonébulisation, si vous voulez dire, ou la fumigation, si vous voulez, pour essayer d'éliminer le maximum donc, de phlébotome adultes. Alors, l'aménagement de l'environnement, c'est quoi? C'est éliminer tout ce qui est détritus, tout ce qui est déchets, tout ce qui est matière organique, à côté donc des habitations, pour que les rongeurs et les phlébotomes eux-mêmes ne viennent pas se développer donc dans ces endroits. Il faut éliminer donc les terriers qui sont à proximité. Il faut éliminer aussi une plante les Chenopodiaceae qui sont des plantes où les rongeurs se nourrissent. Donc il faut les éliminer à côté des maisons. Alors, généralement, quand on veut lutter contre une parasitose transmise par un vecteur, dans notre cas la leishmaniose cutanée zoonotique, on doit déjà identifier donc les personnes qui sont atteintes, identifier donc le phlébotome qui est en cause et identifier l'animal qui est réservoir. Ainsi, on aura une information détaillée sur le vecteur, sur le réservoir, sur les conditions donc, écologiques de transmission, donc les conditions qui permettent de transmettre donc, cette parasitose. À ce moment-là, comme je viens de le dire, on choisira la méthode de lutte, quand et où on va appliquer ces méthodes de lutte. Alors, quel est le comportement du phlébotome, c'est-à-dire comment on arrive à avoir le phlébotome chez nous pour ne se faire piquer? Tout simplement parce que au niveau des zones selvatiques, si vous voulez dire sauvages, si vous voulez dire rurales, c'est-à-dire loin des maisons, le phlébotome, il se développe généralement dans les trous d'eau, dans les terriers de rongeurs. Il est généralement donc exophage et exophile. C'est-à-dire, il se nourrit donc à l'extérieur et il est exophile, c'est-à-dire il se repose à l'extérieur. Donc, à partir donc si vous avez donc le relais jusqu'à arriver à l'habitation, donc il passe par les terriers de rongeurs généralement. Puis au niveau des maisons de volailles, donc dans les étables du bétail, ainsi de suite, filcoera, etc. Donc il devient tout simplement endophage
Donc il va piquer à l'intérieur, il va se reposer à l'intérieur. Et puis, à côté des maisons, c'est les fissures de maçonnerie, donc fissures de maçonnerie, les terriers qui sont à côté, et ainsi de suite. Voilà. Donc je reviens vers toi. Voilà. Donc, quel est le comportement à faire pour la lutte contre la leishmaniose? Là, c'est la leishmaniose zoonotique, donc à la transmission majeure, leishmania majeure. Donc, tout simplement, on fait de la pulvérisation. La pulvérisation, elle se fait donc au niveau donc, des maisons, donc en intradomiciliaire ou en péridomiciliaire. On élimine donc tout ce qui est donc tout ce qui est lieu de repos ou lieu de développement, par exemple comme les terriers, les maçonneries, ainsi de suite, les crevasses, où le phléboton peut se développer. On élimine les rongeurs qui sont donc à proximité, donc il faut les éliminer. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. Dans le cadre, par exemple, de la leishmaniose cutanée zoonotique, donc à la leishmania majeure, vous avez donc deux rongeurs, le rongeur Psammomis obesus et le rongeur Meiones shawi. Alors, on peut éliminer le Meiones shawi, et c'est généralement les services agricoles qui doivent le faire, mais là, le problème qui se pose, c'est qu'ils activent uniquement ou ils interviennent uniquement dans les zones agricoles. Et vous avez des rongeurs qui sont à proximité donc, des maisons. Et là, les services agricoles ne peuvent pas intervenir. Et parfois, donc, les rongeurs sont laissés vivants. Et ce qui va compliquer donc, la lutte contre cette parasitose. Car il faut éliminer les rongeurs. Si on arrive à éliminer les rongeurs qui sont au moins à côté des habitations à 100 ou à 200 mètres, on va réduire considérablement donc, la transmission de cette parasitose. Pour le Psammomus obesus, le deuxième rongeur, c'est une espèce qui est protégée, donc on n'a pas le droit d'éliminer, et là aussi ça pose un problème. Donc c'est tout simplement essayer de détruire les terriers qui sont à proximité pour qu'ils ne se développent pas donc, à proximité des habitations. Donc là on parle de le Psammosus obesus. Voilà, très bien. Alors on va passer donc à la lutte antivectorielle. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avant de passer à la campagne de lutte de pulvérisation donc intradomiciliaire et péridomiciliaire? Donc, il faudrait premièrement recueillir des données sur la localité où il y a la transmission de maladies, c'est-à-dire sa prévalence, le quartier qui est touché, la présence de rongeurs, présence de phlébotomes. C'est-à-dire qu'il faut détecter le cycle de transmission qui va donc englober le vecteur, qui est le phlébotome, l'homme, ou le malade touché, et les rongeurs. En deuxième condition, il faut déterminer quelle est la saison de transmission. Donc généralement, pour la leishmaniose cutanée zoonotique, la saison de transmission se fait pendant les grandes chaleurs. Bon, les grandes chaleurs, c'est-à-dire, je pense, c'est-à-dire l'augmentation de la température. À partir du mois d'avril, par exemple, dans les zones de transmission des hauts plateaux, dans le nord donc, du Sahara, les stépiques, et jusqu'à, parfois, donc jusqu'à mois de novembre. Alors là, la transmission se fait, les piqûres se font dans cette période. Et parfois, on peut même aller avant, même on peut aller jusqu'à, enfin avant, c'est-à-dire à février, si les saisons, parfois vous avez des saisons qui sont chaudes. Donc, dès augmentation des températures à partir de 22-25 degrés, vous avez donc le cycle du phlébotome qui va se développer, les rongeurs qui vont se multiplier, et là, donc, le cycle qui va se mettre en place. Donc, vous avez les piqûres qui se font dans cette période, donc j'irai du mois de février jusqu'au mois de novembre, mais les lésions n'apparaissent qu'à partir du mois de, disons à partir du mois d'octobre, novembre, décembre, janvier jusqu'à février. Autrement dit, c'est trop tard.
la piqûre ou la transmission a été faite pendant la saison chaude, et vous avez apparition des lésions 3 à 4 mois jusqu'à parfois 6 mois après donc, la piqûre. Troisièmement, il faut identifier le vecteur, c'est-à-dire comment il pique, où est-ce qu'il se repose, quelle est sa densité, et quelle est surtout sa sensibilité aux insecticides. Là, il y a un problème. Bon, on connaît par exemple le Phlebotomus papatazi, qu'il est donc endophage, endophile, c'est-à-dire qu'il pique à l'intérieur des maisons et il se repose à l'intérieur des maisons. Donc il faut aussi identifier sa densité, parce que vous avez par exemple dans une zone, vous avez une grande densité donc, de phlébotomes. Donc on commence généralement par cette zone où il y a beaucoup de phlébotomes. Et vous avez très peu de phlébotomes dans une autre région. Donc là, on délaisse donc, cette région donc, en dernière intervention. On donne la priorité à ceux où il y a beaucoup de phlébotomes, où vous avez les réservoirs et vous avez bien sûr les habitations humaines. Alors, la sensibilité aux insecticides, jusqu'à maintenant, elle est disons, pas claire, pas déterminée, à ma connaissance, parce que pour faire de la sensibilité, des tests de sensibilité donc aux insecticides, il faut disposer de phlébotomes vivants, soit récoltés donc au niveau donc sur terrain, et qui est très difficile, ou soit faire aussi un insectarium donc pour élever donc des phlébotomes. Et aussi, donc, cette technique aussi est très difficile. Donc, mais elle est faisable normalement. Donc, c'est là où devraient intervenir les instituts et les universités pour pouvoir faire des tests de sensibilité, sachant que, par exemple, dans la campagne de lutte contre les leishmanioses, l'utilisation d'insecticides du groupe donc, de la famille d'hypérythrinoïdes sont utilisés depuis bien longtemps, depuis que les campagnes ont commencé, depuis 2004 à peu près, jusqu'à maintenant. Donc on utilise les mêmes produits, et l'état donc de sensibilité de ces phlébotomes aux insecticides jusqu'à maintenant pour moi elle est inconnue, quoique par exemple dans d'autres contrées, dans d'autres pays où on fait ce genre de tests, et le Phlebotum papatazi, celui qui est concerné donc, pour notre lutte, est toujours sensible donc au périthrinoïdes. Alors, il faut aussi disposer d'un personnel dûment formé. Soit, disons, par exemple, soit il peut s'agir d'agents appartenant à un service public, par exemple le Beladia, la commune, ou tout simplement pourquoi pas donc des prestataires. Ou tout simplement, on peut recruter des membres de la communauté, c'est-à-dire recruter localement chez les habitants, les former bien sûr. Alors, effectuer le travail pendant la saison de transmission. Donc, pendant ça, c'est-à-dire à partir, je dirais même dans des zones, à partir du mois de février jusqu'au mois de novembre. Alors, pour organiser donc la lutte et coordonner la lutte au niveau national, généralement, donc, on commence la lutte mi-avril et pour une première phase, et une deuxième phase à partir du mois de septembre. Alors, pourquoi deux phases? On va en parler tout à l'heure. Tout simplement, chaque phase, qui correspond à peu près, disons, 5 mois, 4 mois à peu près, dû à la rémanence du produit. Ça veut dire quoi la rémanence du produit de l'insecticide utilisé? Ça veut dire que la durée d'efficacité ou de vie donc, de cet insecticide dure à peu près au grand max, donc 4 mois, 5 mois, jusqu'à parfois 6 mois, selon donc le mur. Généralement le mur on va pulvériser, l'état de mur pulvérisé. Donc un mur à ciment, ou un mur à tourbe, ou un mur tout simplement, vous avez un mur qui est peint donc avec de la laque. L'insecticide donc la durée de rémanence ou d'efficacité peut varier. Et bien sûr,
du moment que chaque fois, donc chaque année, on revient vers la lutte contre ce phlébotome, il faut toujours avoir du matériel qui est fonctionnel et qu'on peut réparer facilement. Alors, moi, ce que je préconise, donc les étapes et les préliminaires des actions de lutte avant, on va faire une cartographie des aires de transmission. Ça veut dire quoi ça? Ça veut tout simplement, si on va aller dans une zone, on va faire le traitement, l'intradomiciliaire ou le péridomiciliaire. Il faudrait savoir quel est l'endroit où on doit intervenir en priorité. Si vous avez par exemple une transmission, un aire de transmission, vous avez plusieurs villages, plusieurs douars et plusieurs zones où la transmission est présente. Alors, on donne la priorité à qui? À quel douar, à quel quartier, à quel village pour commencer la lutte. Alors, généralement, qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit la note, la note donc, de lutte contre la leishmaniose, soit une note ministérielle, soit une note locale des directions de la santé. On connaît pas la zone prioritaire. On connaît pas. On a déjà comment dirais-je, les collectivités locales ne peuvent pas, si vous voulez, acheter tout le matériel qu'il faut, les insecticides qu'il faut pour traiter tous les aires de transmission. Et de cela, on est obligé maintenant déjà de connaître la zone prioritaire, c'est la zone qui nous pose un gros problème par rapport aux autres zones. Et secondo, aussi, quand on va en guerre contre ce vecteur, il faut au moins qu'on sache quelles sont les maisons à traiter, combien on doit avoir d'insecticides, combien on doit avoir donc d'agents pour le traitement, comment avoir notre logistique. Quand on va en guerre contre le vecteur, il faut avoir une logistique. Donc généralement les hygiénistes ou les gens ou les agents qui interviennent ou les responsables qui interviennent dans la campagne de lutte, ils n'ont aucune information sur ça. Tout simplement, ils se réfèrent soit à la quantité qui a été utilisée l'année dernière, soit selon la disponibilité financière donc pour entamer de telles campagnes. Et généralement, on est perdu. Hein, on est perdu. Donc, ce que je préconise, c'est premièrement d'identifier les heures de distribution des malades. En premier lieu, ça se fera quand les malades seront soit dépistés activement, soit dépistés passivement. Activement, ça veut dire que les malades vont venir chez le médecin ou à l'hôpital, au niveau des polycliniques et ainsi de suite, pour se faire soigner. Ou passivement, si on fait des campagnes, donc des enquêtes sur terrain, et on va essayer d'identifier donc des malades qui ne se font pas déclarer. Parce que tout simplement, ces malades qui nous échappent peuvent constituer, par exemple, disons un relais de transmission de cette leishmaniose zoonotique cutanée et une conscience, c'est-à-dire R qui n'est pas localisée, et à ce moment-là, on pourra passer à côté d'une éventuelle déclenchement d'une épidémie dans les saisons futures. L'aire de distribution des phlébotome, il faut aussi et là, sachant que par exemple pour le phlébotome papathasi, les densités diffèrent d'une zone à une zone. Si on va aller par exemple traiter dans une zone où la densité est basse, donc de ces vecteurs, de ces phlébotome, et on laisse par exemple des zones où la densité est très importante, là on est en train de passer à côté donc d'une lutte antivectorale efficace. Donc on ne va pas éliminer le vecteur comme il se doit. L'aire de distribution des rongeurs aussi, parce que c'est très important, les rongeurs, les réservoirs. Donc comme je l'ai dit déjà, donc soit éliminer les rongeurs quand il le faut, soit donc essayer de éloigner les rongeurs donc des habitations.
Après, quand on aura notre carte de transmission, on va aller prendre les décisions d'intervention. Donc on va choisir les zones prioritaires et on va préparer la logistique pour ça. On va organiser après donc l'intervention, donc les opérations d'intervention, et puis on va contrôler l'efficacité des interventions. Ça, généralement, il ne se fait pas. Soit il se fait par du comptage, soit combien de maisons a été traitées, combien de produits a été consommé, insecticides consommés, combien d'agents ils ont intervenu, ainsi de suite, et ça s'arrête là. Il n'y a pas une évaluation de l'efficacité donc de notre intervention. Alors, je commence par l'aire de distribution des malades. Alors, sachant que l'H- cutanée, les leishmanioses généralement sont donc des maladies à déclaration obligatoire, donc ils doivent être déclarés. Donc, le système de déclaration donc, des malades doit être revu et corrigé s'il y a une défaillance quelque part, généralement chez les médecins privés ou parfois chez les médecins même publics, ne déclarent pas le malade. Et quand ils déclarent le malade, ils mettent le nom, prénom, l'âge et puis ils s'arrêtent là. Non, il faudrait que le malade soit obligatoirement déclaré et qu'il soit non seulement déclaré, mais exactement l'adresse exacte. Parce que généralement, on dit le douar flani ou le quartier flani ou généralement le village flani, etc. Non, il faudrait exactement situer l'adresse du malade parce que de cela découle la logistique, découle le choix de la zone prioritaire de traitement. Alors, il faut faire aussi des enquêtes épidémiologiques, les notions de séjour, de déplacement, et ainsi de suite, pour ne pas aller traiter des zones où les gens se font piquer ou contaminer ailleurs, dans une autre zone de transmission. Alors, et après, quand on aura identifié ça, on aura une cartographie et une distribution spatiale donc des malades. Quand vous allez dans la photo, vous avez par exemple ici beaucoup de malades dans cette zone, vous avez très peu de malades ici et ici. Donc vous allez voir qu'après, comment on va choisir la zone prioritaire. Après, on va faire la distribution des phlebotomes. Donc comment on sait là? Déjà, il faut qu'on fasse une capture de ces phlebotomes. Il faut les capturer. Alors les capturer, soit vous avez les captures au piège adhésif. C'est quoi le piège adhésif? C'est une feuille 21-27 qui est imbibée d'huile de raisin et qui est déposée à côté donc, des entrées des terriers, dans les étables, et ainsi de suite. Donc, les phlebotomes, quand ils se déplacent, ils vont se coller sur cette feuille. Et là, on va voir la quantité de phlebotomes qui se sont collés par rapport à la surface de la feuille, donc généralement en mètre carré. Donc on dit phlebotomes, tant de phlebotomes par mètre carré de feuilles utilisées. C'est ça le calcul de la densité. Ou bien on va faire une capture de pièces CDC, après on va faire un comptage donc des phlebotomes par piège. Et on va établir donc notre cartographie donc des pièges. Donc vous avez par exemple ici, vous avez très peu de phlebotomes, vous avez beaucoup de malades, mais très peu de phlebotomes. Si on se réfère par exemple à la diapo avant. Ici vous avez beaucoup de phlebotomes, ici aussi vous avez beaucoup de phlebotomes. Voilà, c'est ce qu'on fait. Donc c'est des feuilles 21-27, imbibées d'huile de raisin. Et zit al-khalwa qui en pharmacie. Vous ramenez des feuilles 21-27, soit vous les pliez comme ça, soit vous les mettez dans un bâton. Et vous les mettez donc à l'entrée des terriers. Vous avez par exemple ici un terrier, vous avez par exemple ici les restes donc, des rongeurs. Et on calcule donc le nombre de phlebotomes collés sur cette feuille par rapport donc, à la surface. Alors, troisièmement, on voit la distribution des rongeurs. La présence de terriers qui sont actifs, c'est-à-dire que ces rongeurs sont là, et la densité au kilomètre carré, généralement au kilomètre carré, mais moi je préfère que ce soit au 100 mètres carrés pour essayer d'être beaucoup plus précis. Alors là, par exemple, on a fait donc une évaluation, par exemple dans ce quartier, vous avez beaucoup de rongeurs,
Ici, vous avez 2 rongeurs et là, vous avez très peu de rongeurs. Voilà. Donc, c'est une cartographie de distribution de densité de rongeurs. Alors, si on superpose les 3 parties, vous allez voir que ici, par exemple, vous avez beaucoup de phlebotomes, vous avez beaucoup de rongeurs, mais vous avez très peu d'habitants. Ça veut dire que le cycle est là. Un seul malade, c'est-à-dire que le cycle est là. C'est ça la zone prioritaire. Vous avez une amplification du parasite donc, entre rongeurs et vecteurs phlebotomes, et les gens vont se font piquer de plus en plus. Donc, c'est cette zone qui est prioritaire pour le traitement. Ici, vous avez des phlebotomes, des rongeurs, mais vous n'avez pas donc d'êtres humains, vous n'avez pas d'habitants. Donc, pourtant, là, il faut délaisser. Là, vous n'avez pas de rongeurs, vous avez des phlebotomes, vous avez 2 malades. Donc, ces malades se sont sûrement se déplacer ailleurs. Donc, c'est une zone toujours à traitement, mais elle n'est pas prioritaire. Ici aussi, vous avez très peu de phlebotomes, mais vous avez aussi des rongeurs, vous avez beaucoup de malades ici. Donc, soit les malades, il y a eu beaucoup de vecteurs et de rongeurs l'année précédente, soit tout simplement ces malades, ils ont été piqués et contaminés, si vous voulez, ou parasités par le parasite, donc dans une autre région. Donc, dans ce cas-là, si je superpose les 3 cartes, je vais choisir cette zone, la zone en rouge, en gras rouge, cycle gras rouge, où je dois intervenir en priorité. Je passe à la 2e zone ici et la 3e zone ici. Alors pour la logistique, si je choisis cette zone par exemple prioritaire de traitement, je vais tout simplement recenser les habitations et les annexes à traiter ici. Il faut que je sache combien de maisons je dois traiter, combien de étapes je dois traiter, donc la zone prioritaire d'intervention. Je vais le faire de même pour les autres zones. Et là, je vais faire comment? Je vais recenser les habitations donc, dans toute cette région, pas uniquement au niveau des malades, mais dans toute cette région, étant donné que le cycle de transmission est très important dans cette zone. Et je vais calculer donc les surfaces des habitations à traiter et les annexes. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Donc, j'utilise donc, disons, une application pour aller sur terrain. Ça me facilite beaucoup les choses et ça permet aussi d'avoir donc, comment dire, une traçabilité des données que je vais donc, collecter sur terrain et une base de données qui vous permettra non seulement d'avoir une vision complète donc, de ce qui se passe en cycle de transmission dans la zone, et même pour les futures campagnes, ou même, on pourrait même par exemple calculer, donc, faire notre logistique, c'est-à-dire calculer le nombre de produits, la quantité de produits à utiliser, le nombre d'agents à utiliser, et en tout cas, c'est-à-dire les besoins financiers pour entamer une telle campagne. Alors, ce logiciel, je vais le développer donc dans une autre vidéo. Alors, ça va nous permettre quoi? Alors, nous avons un site qui s'appelle donc Epicolate 5. On va essayer donc de faire donc de s'inscrire donc d'ouvrir donc d'ouvrir un compte. Ça c'est des logiciels qui sont open source, hein, donc on ne paie rien du tout, c'est gratuit, donc tout le monde peut l'utiliser. On va donc dans ce site web, donc on va faire nos formulaires. Donc je vais essayer aussi de mettre un formulaire que j'ai conçu moi-même, que je vais le faire donc au niveau de quand j'aurai donc la vidéo de formation donc dans l'Epicolate 5. Je vais vous mettre le formulaire que j'ai fait, vous pouvez télécharger et essayer donc de l'utiliser sans que vous-même fassiez votre propre formulaire. Mais si vous voulez, vous pouvez ajouter aussi quelques paramètres que vous voulez utiliser qui vous aideront peut-être
donc dans vos tâches donc d'investigation et de lutte antivectorielle. Alors quand j'aurai fait mon formulaire, donc je vais le transférer au niveau de mon portable, c'est-à-dire au niveau d'un smartphone, Android ou bien iOS. Et quand donc le logiciel, donc vous pouvez télécharger donc au niveau de l'internet l'application, elle s'appelle toujours EpiCollect 5. Et vous pouvez le télécharger sur votre smartphone et vous pouvez par exemple donc télécharger donc le formulaire directement sur votre smartphone, le formulaire que vous avez conçu, hein, ou que vous avez conçu dans le site web. Et là, vous avez tout simplement le formulaire à portée de main. Vous pouvez donc aller sur terrain sans besoin de connexion. Vous allez directement donc prendre donc les notes et les informations dont vous en aurez besoin. Et après, quand vous aurez terminé, que ce soit vous, et vous pouvez même utiliser plusieurs smartphones sur la même zone, et que vous pouvez récupérer toutes les informations donc, des différents agents qui ont des smartphones sur une seule base de données. Quand vous arrivez par exemple donc, au niveau d'une zone où vous avez le Wi-Fi, vous avez l'Internet, vous allez transférer toutes les données que vous avez récoltées pendant la journée vers la base de données donc, qui se trouve sur le web. Vous allez la récupérer et là vous aurez votre cartographie dont on a parlé. Pour essayer d'évaluer généralement donc les maisons, les nombres de malades et les densités. Voilà, donc c'est ça, c'est ce genre de, c'est ça ce qu'on voit généralement donc au niveau du web, là, donc la page EpiCollect 5. Je vais expliquer ça après donc en détail. Donc j'ai mis aussi, j'ai conçu une application Android moi-même, essayer ici d'avoir une vision ou une aide, si vous voulez, sur le calcul des besoins en insecticides, en matériel de pulvérisation, une estimation aussi des besoins en agents pulvérisateurs et durée de traitement. Alors pourquoi j'ai mis ça, l'estimation des besoins en agents pulvérisateurs et durée de traitement? Tout simplement, si vous avez, par exemple, 500 maisons à traiter et vous avez 2 agents pour le faire. Alors, ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre 1 mois pour 2 agents. Et là, le point le plus important, quand on commence une campagne de lutte, il faut qu'on la termine rapidement. C'est-à-dire, on estime, si vous allez passer 1 mois à faire un traitement, vous allez passer à côté tout simplement parce que le cycle de transmission va commencer, il va pas vous attendre que vous terminiez donc votre traitement. Donc le plus tôt possible, le plus vite vous faites votre campagne, plus vous avez une réussite donc d'éliminer les vecteurs, les feuilles bantables, et de cela donc il faut mettre les agents, le nombre d'agents qu'il faut pour cette tâche, donc de traitement antivectoriel. Alors là, on vous donne une estimation à peu près. Si vous avez 3500, par exemple dans cet exemple, si vous avez 3500 d'habitations, nous avons les surfaces ici, donc pour chaque maison, une surface moyenne d'habitation par maison, et les annexes, quand j'ai les axes et les étables, les cours, et ainsi de suite. Alors, il y a aussi un point que je peux relever aussi. Alors, pourquoi j'ai mis cours? Parce que tout simplement, dans les zones où il y a transmission de cette parasitose, les gens le soir, parce qu'il fait chaud, donc le soir, ils soit se réunissent ou ils dorment carrément donc à la belle étoile. Et là, donc, si vous ne traitez pas la zone où ils se réunissent le soir autour d'un petit thé, ou bien où ils dorment à la route, donc vous allez les exposer donc à la piqûre des phlebotomes. Et dans ce cas-là, cette zone où les gens vont se reposer doit être incluse donc, dans le traitement donc, insecticide. Alors, vous pouvez par exemple ajouter le prix de l'insecticide, le prix de la tenue de protection, les pulvérisateurs et ainsi de suite. Vous aurez une estimation totale donc des besoins. Alors,
L'estimation de durée de réalisation de la campagne ici, par exemple, si vous avez nombre d'habitations par agent par jour, si j'ai des agents qui sont costauds, par exemple, ils peuvent faire 5 maisons, 6 maisons, 10 maisons, comme vous voulez, vous le mettez ici, selon leur capacité. Et la durée, c'est-à-dire moi, j'ai dit par exemple, j'ai besoin de 15 jours, hein, 15 jours. Ici, j'ai mis 6, c'est-à-dire 5 fois 6, c'est 30 jours, un mois. Donc, sur 15 jours, je mets 3 ici. 3, 15 jours, ça fait 15 jours. Et je vais tout simplement après avoir le nombre d'agents pulvérisateurs. Automatiquement, quand je fais le calcul, donc j'aurai le nombre d'agents à utiliser pour la lutte, donc pour finir ma campagne. Là, j'ai mis par exemple un mois sur 3500 maisons. J'ai mis un mois, donc j'ai besoin de 27 agents pour terminer convenablement ma campagne. J'ai besoin de 4 véhicules pour le transport. J'ai besoin de 565 kg donc d'insecticides. Et si j'ai mis par exemple le coût de l'insecticide, le coût du matériel, je pourrais me renseigner sur le coût total à peu près moyen pour ma campagne. Et ça, par exemple, vous pouvez le faire par région, donc par zone et par région. Donc voilà. Alors, parfois il y a des erreurs qui se font quand on fait des petites erreurs qui peuvent nous poser de gros problèmes après et peuvent mettre donc, en cause notre campagne de lutte. Alors, vous allez voir, donc on a besoin donc pulvérisateur à pression préalable et que les buses sont à jet horizontal. C'est pas les buses, c'est pas les. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait généralement la pulvérisation. Alors, il y a une erreur ici qui se fait. Alors, il y a une erreur qui se fait généralement donc au niveau des campagnes. Vous voyez par exemple comme ce bonhomme, il fait bien son traitement, mais il y a une erreur qu'il fait, c'est-à-dire qu'il va aller de bas jusqu'au haut, jusqu'au toit, jusqu'au plafond, et là c'est faux. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce qui est en train de faire cet agent, c'est un traitement contre le moustique, les anophèles généralement, la pulvérisation intradomiciliaire contre les anophèles vecteurs du paludisme. Tout simplement, on va vous expliquer ça. Alors ça, c'est le traitement contre le paludisme. Par exemple, contre les vecteurs, les anophèles, donc du paludisme. On va aller donc du bas vers le haut, donc vers le plafond. On fait donc un jet horizontal sur à peu près 75 cm. Et on intervient aussi à l'intérieur, on fait un dépassement de 5 cm à peu près. Donc tout le mur sera pulvérisé. Alors pour les flip bottom, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au haut. Ça ne sert à rien parce que le vecteur, le flip bottom, ne va pas aller jusqu'au haut. Il va tout simplement aller de 1 cm à grand max à 2 mètres du sol. Donc on pulvérise que la zone ici entre 1 cm 1,5 à 2 mètres donc du sol. Donc on a besoin que de cette zone à traiter. Alors, vous allez me dire, oui, mais quel est l'intérêt? L'intérêt, tout simplement, tout ça, c'est du gaspillage. Tout ça, c'est de l'insecticide gaspillé, tout simplement. Gaspiller, c'est tout simplement. Il y a un problème aussi pour l'agent, tout simplement. L'agent, il va travailler beaucoup plus. Et puis, si vous avez pulvérisé jusqu'en haut, il y aura donc un rejet, un retour de l'insecticide vers l'agent qui sera tout simplement, s'il n'est pas bien protégé, donc il va tout simplement se faire asperger par l'insecticide. Donc ça, c'est une erreur. Tout le monde le fait. Jusqu'à maintenant, tout le monde le fait. La pulvérisation, elle se fait donc de bas en haut, et c'est faux. Donc on le fait que
de bas à 1,5 jusqu'à 2 mètres au grand max. Alors la deuxième erreur qu'ils font, tout simplement, ils vont faire du n'importe quoi, ils vont pulvériser à gauche, à droite, alors qu'il faut carrément, tout simplement, pulvériser toute la surface en rouge. Parce que si vous laissez des espaces, si vous laissez donc vous pulvérisez juste pour pulvériser, le flévotant va passer donc entre les mailles et va pas toucher, va toucher par l'insecticide. Et là, on va poser un gros problème donc au niveau de notre efficacité donc de traitement. Voilà, c'est ce genre de pulvérisateur qu'on doit utiliser. Donc c'est un pulvérisateur à pression préalable, hein, donc c'est pas le pulvérisateur agricole, d'accord? Là, c'est toujours la même erreur qu'on fait. Donc il ne faut pas aller jusqu'en haut, juste à 1 cm et vous pulvérisez toute la surface sans laisser donc d'espace libre. Donc quand le bâton va venir donc se poser, surtout pour le pape-tasie, on dit qu'il est endophage, donc il va mourir. C'est pour cela. Alors là aussi c'est faux, hein. Donc on ne va pas pulvériser là-haut, ça ne sert à rien pour le bottom, ça c'est fait pour tout simplement même pas pour les anophèles. Donc il faut faire attention, hein, pour les précautions à faire, avoir toute la tenue de protection complète, hein, ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer pendant les séances. Vous avez donc la note 151 numéro 7 du 28 mars 2021 relatif à la campagne donc annuelle d'aspersion contre la leishmaniose cutanée zoonotique. Donc vous l'avez, soit vous avez donc ce site, je l'ai partagé, donc le lien je l'ai partagé pour pouvoir la télécharger. Et là on utilise tout simplement, c'est la note du ministère de la Santé, hein. Donc on préconise donc l'utilisation de 3 matières actives, 3 insecticides à base de deltamétrine, de permétrine et de landacyanotrine. Et tous appartiennent donc à la classe chimique des périthrinoïdes. Vous allez me dire pourquoi uniquement les périthrinoïdes? Parce que tout simplement, si vous avez des accidents d'intoxication, donc l'agent est pris en charge donc rapidement et facilement. Donc le traitement de l'intoxiqué est tout simplement symptomatique. Par contre, si vous utilisez les autres produits qui peuvent être efficaces, euh, toute intoxication nécessite donc l'injection de produits, par exemple pour les organes phosphorés, d'un produit contractant. C'est un antidote il faudrait que les services de réanimation interviennent donc au niveau de ce problème d'intoxication. Par contre, pour les périthrinoïdes, on n'a pas besoin d'antidote, c'est juste un traitement symptomatique. Alors, ce qui pose un problème ici aussi, donc au niveau des produits qui sont préconisés pour cette campagne, c'est la présentation, elle est en concentré émissiviable. Vous voyez bien que les 3 produits sont concentrés émissiviables. Alors là, il y a un gros problème. Il y a un gros problème qui risque tout simplement de mettre la campagne en danger.
Si vous allez lire exactement bien la note, ils en parleront après, mais ils n'ont pas fait attention sur ça. Alors, les concentrés émulsifiables, c'est-à-dire les produits insecticides liquides, généralement liquides, ils ont une odeur insupportable. Quand on fait le traitement, l'odeur elle est insupportable. Et les gens refusent généralement donc, le traitement insecticide à l'intérieur des maisons. Et là, il y a un risque. Si vous allez dans une zone où les gens vont refuser donc le traitement, c'est surtout si vous avez passé par des campagnes donc les années précédentes et vous avez utilisé donc l'insecticide liquide à l'intérieur des maisons, soyez sûr que vous aurez beaucoup de gens qui vont refuser de le faire. Alors, ce qu'on préconise, c'est au lieu d'utiliser le liquide, il faut utiliser de la poudre mouillable, PW. La poudre mouillable donne peu d'odeur, donc, ou légèrement, petite odeur, et les gens peuvent supporter donc le traitement insecticide à base de péritronamide à poudre mouillable. C'est des poudres qu'on va mélanger avec de l'eau et va vous puiser à l'intérieur. Donc on va respecter les doses qui sont prescrites par le ministère. Les concentrés émulsifiables, donc on les réserve donc en traitement extra-domiciliaire, au niveau des étables, au niveau des cours, ou si vous voulez même au niveau des arbres, si vous avez des arbres à côté, si vous avez de la maçonnerie, etc. Donc on peut pulvériser tout simplement de l'insecticide liquide, si vous voulez mélanger un liquide concentré émulsifiable. Et là, même si ça donne des odeurs, donc c'est à l'extérieur. Et j'ai eu même des échos, des éleveurs, ils ont refusé tout simplement, ou ils ont eu des problèmes avec leur bétail quand on pulvérise même le concentré émulsifiable à l'intérieur des étables. Ils ont eu des problèmes avec les animaux, tout simplement. C'était une question de dose. Le produit a été surdosé. Et là, donc, les animaux ont pu pas supporter, donc ils ont suffoqué. Alors, sur la note numéro 7 du 28 mars, vous avez les annexes qui vont donc, quand vous allez intervenir dans une zone, il faut faire par équipe, une équipe, un chef d'équipe avec 6 agents. Et quand les gens vont aller dans les maisons, il faudrait qu'ils soient à deux, toujours deux. Un qui va pulvériser, l'autre qui va surveiller. Ils vont se relier donc pour le traitement, l'autre peut-être il va se fatiguer. Donc, alors pourquoi deux? Tout simplement si un se fatigue ou il a des signes d'intoxication, etc. Donc l'autre va tout simplement le détecter rapidement et va le prendre en charge. Voilà. Alors, vous avez toutes les conduites à tenir devant les intoxications accidentelles. Donc, il faut, quand va aller donc, au niveau des maisons, donc il faut avertir les chefs de famille, mettre à la veille les ustensiles, donc le mobilier, il faut le protéger et ainsi de suite. Alors, très important, quand on a fini donc, notre traitement, c'est l'évaluation. Donc, il faut évaluer par dépistage passif des cas certaines populations dans les zones hautement prioritaires. Alors, ça se fait avant et après traitement, c'est-à-dire après saison de transmission. L'évaluation de la densité des phlébotomes doit se faire avant et après, parce que comment vous allez savoir si votre lutte antivectorielle, votre insecticide ou votre technique a réussi si vous n'avez pas faire une comparaison entre la densité des phlébotomes, le nombre si vous voulez de phlébotomes, avant et après donc traitement insecticide. Si vous avez la même densité, c'est que vous avez échoué quelque part et si vous saurez au moins ce qu'il faudrait faire à l'avenir. Alors, limitation du réservoir, on en a parlé pour les rongeurs. Alors, ce qui concerne la leishmaniose cutanée zoonotique, à la manière major, c'est beaucoup plus le maillon chawi qui est considéré pour cette lutte. Soit on fait un empoisonnement, soit donc on élimine les plantes nourricières de ce rongeur,
qui sont les kinopodiacies. Donc il faut les éliminer à 100, 150 100 mètres, 150 mètres dans les habitations. Il faudrait détruire aussi des terriers. Alors pour le Psammosis obusus, l'empoisonnement donc il n'est pas considéré du moment que c'est un rongeur donc protégé. La même chose pour le Gundi, hein, la même chose pour le Gundi, pour la schmoniose cutanée zoonotique à la schmania kiliki. Donc par exemple dans la région de Hardaya, le Gundi qui est le réservoir, donc il est protégé aussi. Donc il faudrait tout simplement essayer de détériorer les terriers, de les éloigner donc des habitations et de faire donc de l'assainissement, donc essayer d'enlever tout ce qui est détritus, tout ce qui est déchets, tout ce qui est déchets ménagers, etc. Donc à côté des habitations. Alors, après, donc on aura une évaluation sur le nombre de maisons donc, qui ont été traitées, le produit qui a été consommé. Vous allez trouver tout ça donc, sur la note donc, du ministère pour l'évaluation donc, de l'efficacité de nos traitements. Et bien sûr, avant tout, il faut faire de la formation. On va pas, généralement, vous allez recevoir la note et beaucoup de gens qui interviennent généralement dans ces campagnes n'ont pas la formation nécessaire, adéquate. Donc, on se réfère toujours à ce qui a été fait avant, même s'il a été mal fait. Donc, on le refait tout simplement parce que avant les gens faisaient comme ça et comme ça et comme ça. Donc, je pense que depuis la campagne, la fameuse épidémie de 2004-2005, il n'y a pas eu de formation en ce qui concerne la lutte contre la schmoniose cutanée depuis 2004, donc ça fait à peu près 16 ans, 17 ans qu'il n'y a pas eu de formation. Et les gens qui étaient formés, les plupart, soit ils sont en retraite, ou bien ils sont en fin de carrière, ils ne sont pas généralement très peu ou pas impliqués, ou ils ont changé de poste, ils ne sont pas impliqués dans la campagne de lutte contre les schmonioses. Donc la formation elle est très très importante. Et pour dire elle est primordiale, sinon on va passer à côté. Donc à titre personnel, moi je le fais souvent, donc des formations sur terrain. Ici par exemple dans la région de Bolj-Barij, dans le Delach, où on a pu former au moins dans toute la wilaya, donc à Bolj-Barij, pour la lutte contre la leishmaniose. Donc c'est des initiatives personnelles que je suis à la disposition donc pour les faire pour tous les gens qui en ont besoin. Alors, pour les collectivités locales, donc si vous voulez les communes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut assainir tout simplement. L'hygiène, elle est très importante pour la lutte contre contre la lutte contre ce vecteur. Il faut construire écologiquement, c'est-à-dire il faut bien maçonnerie, donc tout ce qui est surtout les nouvelles constructions. Vous avez par exemple des villes comme Silla par exemple, vous avez même des quartiers au niveau de la ville qui sont touchés par la leishmaniose cutanée, surtout en périphérie et beaucoup plus en périphérie parce que tout simplement on a construit dans des zones où vous avez beaucoup de rongeurs, des terriers de rongeurs, c'est des zones de prédiction, donc de présence des rongeurs et des phlébotomes. Dans ce cas-là, il faudrait donc réfléchir sur des études, soit essayer d'éliminer donc ces rongeurs et d'éliminer donc les conditions qui permettent le développement donc de ce vecteur et de ces rongeurs à côté donc des quartiers, soit tout simplement construire dans des zones où il y a très peu donc, de développement de ces rongeurs. Raisonner les interventions, quand je dis raisonner les interventions, c'est-à-dire on ne va pas faire des campagnes de lutte généralisées qui parfois donc, aboutissent à un échec. Et tout simplement, il faut passer par des méthodes donc, de choix prioritaire des zones à traiter. Et comme ça, vous aurez le moins de cas possible. Traiter dans de bonnes conditions. Donc il ne faut pas traiter pour traiter, hein, pour dire qu'on a fait la campagne, mais tout simplement essayer de mettre les bonnes conditions
la bonne logistique, les bons agents, etc. pour faire ce genre de campagne. Et bien sûr, mettre en place des dispositifs de protection de l'environnement. Quand je dis ça, c'est-à-dire ne pas jeter tous les produits, parfois on jette les produits insecticides n'importe où, l'emballage, et ainsi de suite. Donc il y a des zones où ils sont considérés comme des zones comment dirais-je, de rejet, donc des ordures, ainsi de suite, ce qu'on appelle المرميات العشوائية كل ما هو يعني كل ما هو يعني فضلات إلى آخره. Ça attire les phlebotomes, mais ça attire les ronges. Voilà, donc j'ai terminé. Je vous remercie. Donc voici donc mes coordonnées. Vous êtes le bienvenu donc pour tout conseil ou pour assistance technique. Je vous remercie. Donc je passerai donc je vous donne-moi le temps de faire donc une vidéo pour vous expliquer tout simplement comment utiliser les picolèques de 5. Et très bientôt aussi, si vous avez donc des questions, je pourrai donc réorganiser donc une visioconférence. Si vous avez des besoins de formation sur terrain, donc je suis disponible. Et très bientôt aussi, donc on va en faire une visioconférence sur la lutte contre les moustiques en général. Et étant donné qu'on a beaucoup aussi de problèmes de lutte contre les moustiques, qui restent toujours aussi des vecteurs de maladies, que ce soit beaucoup plus des arbovirus, c'est-à-dire des virus. Je parle notamment donc de notre Culex pipiens, qui est le vecteur du West Nile. Vous avez aussi donc le fameux moustique tigre, qui lui transmet beaucoup d'arbovirus et qui est en train d'envahir donc notre pays. Je vous remercie et je reste à votre disposition. ربي يحفظكم وإن شاء الله تكونوا بخير.